Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, La fin de l'Union européenne, de Coralie Delhomme et David Kayla. Ou Kayla, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, cette vidéo va marquer un peu une évolution dans le concept de la chaîne, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme ma méthode de notes de lecture est de plus en plus analytique et approfondie, mes notes de lecture deviennent de plus en plus longues. Et en fait, elles deviennent trop longues. Clairement, quand on commence à dépasser 1 heure, c'est rédhibitoire pour pas mal de gens. Donc pour essayer de faire des choses plus courtes, plus ramassées, plus structurées, je vais utiliser des planches, un peu comme on utilise, si vous voulez, le logiciel PowerPoint pour soutenir une présentation dans le cadre professionnel. Normalement, ça va permettre de faire passer la même quantité d'informations de manière plus efficace et plus ramassée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Cela étant, allons-y pour la fin de l'Union européenne. La fin de l'Union européenne, pourquoi ce titre? En fait, ce que nous expliquent les auteurs, c'est que, à la limite, on peut se demander si cette fin n'est pas déjà arrivée. Il paraît, si j'en crois les auteurs, que dans les cercles bien informés de l'Union européenne, depuis 2 ans, depuis 2016, en fait, tout le monde sait que c'est mort. Les Européens ne restent dans la structure que parce qu'ils n'ont même pas la force de se séparer. Tout le monde sait que l'euro n'est pas viable à long terme. Même le choc du Brexit n'a pas amené les dirigeants européens à formuler un vrai programme de refondation. On va simplement de rafistolage en rafistolage. Dans quelle mesure les règles européennes sont-elles encore autre chose que de vagues recommandations indicatives, en tout cas s'agissant des pays d'une certaine taille? La question est posée. La Commission a engagé historiquement une quarantaine de procédures pour déficit excessif, mais aucun pays n'a jamais payé les amendes prévues en théorie. Elle a d'ailleurs renoncé à condamner l'Allemagne pour ses excédents courants, très au-dessus des maximums autorisés. Elle n'a rien dit non plus quand Berlin a suspendu le règlement de Dublin et quand l'espace Schengen a été de facto suspendu. En fait, les sanctions prises par Bruxelles risquent presque systématiquement maintenant de rester lettre morte, tout simplement parce que Bruxelles n'a pas d'armée, parce que Bruxelles n'a pas les peuples derrière elle, et que la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est que ce sont les rapports de force, politiques, économiques et même pourquoi pas un jour militaires qui disent concrètement qui va décider de ce qui se passe. C'est pourquoi la Commission aujourd'hui ne prend pratiquement plus de sanctions, sachant qu'elle ne peut pas les imposer. En fait, on a l'impression que le seul objectif des eurocrates aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les citoyens ne se rendent pas compte qu'en fait la Commission européenne n'a plus de pouvoir, parce que ça révélerait au peuple que non seulement ils peuvent tout à fait se révolter, mais en plus, il est vraisemblable que dès qu'ils auront commencé à se révolter sérieusement, les pouvoirs nationaux seront bien obligés de les suivre et, pour certains d'entre eux en tout cas, le feront d'assez bonne grâce. À partir de là, la question c'est comment en est-on arrivé là? Alors, les auteurs de la fin de l'Union européenne analysent à travers leur ouvrage, de manière thématique, la dérive progressive de cette institution. Ce que je vous propose de faire pour résumer leur point de vue de la manière la plus efficace possible, c'est de remettre leurs arguments, leurs analyses, leurs réflexions au regard de la chronologie elle-même. En fait, ce qu'ils détectent, c'est qu'il y a une dynamique générale de l'Union européenne avec de plus en plus d'intégration, de centralisation, de libre-échange et d'élargissement. Elle est devenue beaucoup plus grande dans le fil de son histoire et de moins en moins d'harmonisation, de concertation, de protection. Le tout débouchant mécaniquement sur de plus en plus d'autoritarisme parce qu'il y avait de moins en moins d'adhésion populaire. Si on reprend l'histoire dans l'ordre, au départ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la communauté économique européenne à 6 membres, France, Allemagne, Italie et le Benelux, constituée en 1957. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à l'Union européenne actuelle, la communauté économique européenne était une entité protectionniste. Elle était dotée d'un tarif extérieur commun et elle organisait certes un marché commun, mais ce marché commun incluait des freins à la mobilité des facteurs de production à l'intérieur même de la zone, avec par exemple le maintien de la planification en France, et surtout, c'était une concession à la question des économies d'échelle
d'un point de vue protectionniste. Car en fait, qu'est-ce qui se passait? Il n'aurait pas été possible à l'époque d'avoir une politique protectionniste pour chacun des pays européens. Le marché français était trop étroit, le marché allemand trop étroit, le marché italien trop étroit, pour que les entreprises de ces pays puissent résister à la compétition technologique en particulier, à cause du coût de l'innovation technologique, la compétition internationale et en particulier américaine. La communauté européenne résolvait ce problème, elle rendait possible une forme de protectionnisme qui, étendue à l'échelle européenne, offrait aux entreprises européennes un marché régulé et relativement protégé, suffisamment grand pour qu'elles puissent financer l'innovation et ne pas prendre trop de retard par rapport aux concurrents américains. Cette entité protectionniste et régulée est pensée pour assurer l'avenir des peuples qui en sont membres, et c'est pourquoi elle est au départ très populaire, c'est parfaitement logique. Mais déjà, dès les années 60, le ver est dans le fruit. Il va en effet y avoir une évolution relativement invisible pour la plupart des gens, qui va commencer à modifier subrepticement la nature de la construction européenne. Cette évolution est juridique, quand la Cour européenne de justice, qui va jouer par la suite, comme on le sait, un rôle clé dans le processus de détricotage du droit social en Europe, pose deux principes juridiques très importants, l'effet direct et la primauté. L'effet direct pose que les ressortissants des États, et non les États seuls, sont des sujets du droit communautaire. La primauté consiste à admettre que tout principe juridique européen est supérieur à un principe national, même postérieur. En clair, dès cette date, le droit est un domaine, et à l'époque c'est le seul domaine, où l'Europe se veut clairement fédérale. Cette situation a rendu le détricotage de la démarche néolibérale imposée par la Commission de Bruxelles presque impossible. Elle explique que le système européen soit aujourd'hui très difficilement réformable, voire franchement irréformable, parce que ces principes de droit ont naturellement tendance à être figés. Il faut énormément d'efforts pour réunir une unanimité qui est nécessaire pour les défaire, puisque les décisions en la matière se prennent à l'unanimité et puisque le principe de primauté rend impossible à une entité nationale de défaire ce qui a été fait au niveau supranational. C'est le verrouillage de l'Europe néolibérale par les principes de droit qui a commencé à s'installer dès les années 60. Le deuxième bras armé de la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire le pouvoir économique et financier, a commencé, lui, à se développer dès le début des années 70, avec la mise en application, et il est vrai l'adaptation à la marge, de ce que l'on a appelé le rapport Werner. Le rapport Werner était un rapport élaboré par un monsieur qui s'appelait Pierre Werner et une commission qu'il dirigeait. Monsieur Werner était un luxembourgeois. Les luxembourgeois ont joué un rôle très important dans la construction du mécanisme de verrouillage financier et économique du fédéralisme européen. On comprendra pourquoi un petit peu plus loin dans la chronologie. Le rapport proposait des transferts de responsabilités, c'est-à-dire en clair des abandons de souveraineté par les États membres. Il n'a pas été mis en œuvre directement et immédiatement, mais sous une forme transposée, il s'est imposé progressivement. Déjà en filigrane, on devine le projet de l'euro, même s'il n'est pas encore explicite. Alors il faut se souvenir bien sûr que tout cela n'arrive pas par hasard. On est en 1971 et les États-Unis s'apprêtent à abandonner l'étalon or. Donc on sait que le système monétaire international est sur le point d'entrer dans une phase de turbulence. Ce contexte de turbulence va justifier le projet d'union économique et monétaire venant se superposer à celui de la communauté économique européenne. Pour comprendre pourquoi, à l'époque, les dirigeants européens entrent si facilement dans cette démarche, il faut se souvenir des éléments de contexte global dans lesquels ils s'insèrent. Ça, c'est une chose que les auteurs de la fin de l'Union européenne ne rappellent, je trouve, pas assez, même s'il est vrai que ça n'est pas au cœur de leurs propos. Au départ, le projet européen a une véritable justification politique. Tout ça se produit quand même à une époque où presque tout le monde, parmi les adultes, peut se souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Et puis tout ça se produit à une époque qui va du plan Marshall à l'édification du mur de Berlin, qui est une époque où il y a une véritable menace
sur l'Europe de l'Ouest d'invasion par les troupes du pacte de Varsovie. Donc que dans ce contexte-là, beaucoup de gens en Europe aient voulu aller vers l'unification pour solidifier cet ensemble semble relativement logique. Ça explique aussi probablement que malgré leur réticence, les Britanniques vont finir par accepter d'entrer dans l'Union européenne en devenir, qui est encore à l'époque la Communauté économique européenne, en 1973, quand ils amènent avec eux le Danemark et l'Irlande. Ça explique aussi que, une fois les régimes dictatoriaux d'Europe du Sud, qui étaient quand même assez peu fréquentables, oubliés, la Grèce en 81, puis l'Espagne et le Portugal en 86, aient pu rentrer dans la maison européenne. Ça explique surtout le tournant décisif qu'est l'acte unique de 1986. On peut dire qu'avec l'acte unique, la démarche européenne commence vraiment à changer de nature. L'acte unique, c'est le remplacement du marché commun par le marché unique. En théorie, le cœur du propos, c'est d'abaisser les barrières non tarifaires après les droits de douane et d'instaurer ainsi une véritable libre installation, libre prestation, libre circulation des capitaux à l'intérieur de l'espace européen. Mais en pratique, on voit très bien que cela va rendre nécessaire l'union économique et monétaire, puisque en l'absence d'une telle union, la démarche générale n'aurait en quelque sorte pas de débouché, et parce que cette union est supposée dans l'esprit des gens qui impulsent la démarche à cette époque, rendre nécessaire ensuite l'harmonisation générale des législations et d'une manière générale des modes de fonctionnement socio-économiques. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça se produit en 1986, et qu'à cette époque-là, les conditions géopolitiques qui avaient présidé à la construction de la Communauté économique européenne à l'origine sont encore pour l'essentiel en place. Il n'y a pas encore eu la chute du mur de Berlin, il n'y a pas encore eu la réunification allemande. Par conséquent, l'unification de l'Europe dans l'esprit des gens qui signent l'acte unique, c'est l'unification d'une Europe de l'Ouest relativement homogène et qui doit pouvoir entraîner avec elle une Europe du Sud, certes encore à l'époque un peu retardataire, mais dont le poids n'est pas excessif. Et puis c'est l'unification d'une Europe à peu près équilibrée entre France et Allemagne. À l'époque, certes, l'Allemagne de l'Ouest est un peu plus peuplée que la France, mais elle n'a pas la même profondeur géostratégique, elle n'a pas d'armes de dissuasion. L'un dans l'autre, le rapport entre Paris et Berlin est encore à l'époque à peu près équilibré. C'est dans ce contexte-là que l'acte unique est signé. Et dans un premier temps, il va effectivement déboucher sur des choses relativement positives. Les élargissements à l'Europe du Sud permettent un rattrapage assez rapide pour l'Espagne, le Portugal, un rattrapage partiel, mais réel pour la Grèce. Il y a un choix qui est fait à cette époque-là par les pays riches de l'Europe du Nord, qui est le choix d'un effort financier considérable pour aider le Sud, ce qui fait que, à l'époque, il y a une forme de fédéralisme budgétaire. C'est un des paradoxes de la construction européenne que nous avons fait du fédéralisme budgétaire, partiel il est vrai, mais nous en avons fait avant d'avoir l'euro, qui ne peut pas fonctionner sans fédéralisme budgétaire, et nous avons arrêté d'en faire au moment où nous avons eu l'euro. Paradoxe qui s'explique facilement quand on réfléchit au rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne, bien entendu. Le problème, c'est que ces rapports de force vont donc basculer progressivement à partir de la fin des années 80 et du début des années 90. 1989, chute du mur, 1991, dislocation de l'URSS, et donc dans les années 90, pillage de l'économie ex-soviétique essentiellement par les anglo-saxons, reconstitution de l'hinterland allemand en Europe centrale, de très importants flux migratoires européens d'est en ouest, guerre de Croatie et de Bosnie, le cœur de l'Europe rebascule vers l'Allemagne. On est à un moment dans l'histoire où on vit sur l'illusion d'une prospérité globale qui est liée en fait essentiellement à l'entrée de la Chine dans l'économie globalisée, qui apporte son énorme main-d'œuvre et qui pour l'instant ne conteste pas encore les rapports de force parce qu'elle n'en a pas les moyens. Cela pousse les dirigeants français, entre autres, à un optimisme largement infondé, et on laisse finalement un petit peu à Paris les Allemands faire ce qu'ils veulent. C'est une époque, il faut s'en souvenir, où l'Allemagne laisse filer ses déficits budgétaires pour financer sa réunification. Cette Union européenne
désormais appuyé clairement sur un projet d'union économique et monétaire, le traité de Maastricht en 1992, continue à grandir avec un quatrième élargissement en 1995, l'Autriche, la Suède, la Finlande, et on commence à préparer l'élargissement à l'Europe de l'Est qui aura lieu en 2004-2007. À ce moment-là, on peut dire que, clairement, l'entreprise a changé de nature et l'ancienne entité qui rendait un protectionnisme possible à l'échelle continentale, sachant qu'il ne l'était plus à l'échelle nationale, s'est transformée en une machine libre-échangiste, non seulement en interne, mais même en externe, car le tarif extérieur commun a été complètement abaissé et l'Union européenne, à partir de cette date-là, protège très mal ses entreprises sur le plan commercial. Les auteurs citent au fil de leur ouvrage un certain nombre d'exemples. Ils expliquent en gros que le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'Union européenne, au fur et à mesure que l'entité changeait de nature, une idéologie économique s'est mise en place, et que dans cette idéologie économique qui a littéralement lavé les cerveaux des décideurs, le protectionnisme, c'est mal. D'où un mécanisme de cliquet inscrit dans la politique commerciale, compétence exclusive de l'Union qui négocie au nom des États membres. Un traité en Europe ne peut jamais revenir, semble-t-il, sur les dispositions libre-échangistes d'un traité antérieur. Donc on ne peut avancer que vers toujours plus de libre-échange. On atteint à ce moment-là le point de non-retour. Il est franchi quelque part entre la directive qui fixe le cadre juridique permettant l'embauche d'une personne résidant dans un autre pays en 1996, ce qui revient à organiser la mise en concurrence des main-d'œuvre à l'intérieur de l'espace européen, et la constitution de ce qu'on pourrait appeler l'eurobulle du sud de l'Europe dans les années 2000, lorsque la zone euro, dans un premier temps, provoque un boom artificiel et malsain dans certains pays, qui en quelque sorte n'ont plus la vraie monnaie qu'ils devraient avoir, puisque l'Europe du Sud, à ce moment-là, a une monnaie allemande bénéficiant des garanties allemandes. Alors ça, n'importe quel économiste sérieux vous l'expliquera, c'est toujours le chemin de la catastrophe. Le moment où un système économique, dans une économie de marché, commence à dériver vers le désastre, c'est quand il n'y a plus la vérité des prix. Et quand il n'y a plus la vérité de la monnaie, il n'y a plus la vérité des prix. Déjà à cette époque-là, alors que la crise n'est pas encore visible, le scepticisme monte fortement. Les peuples européens commencent à réaliser que ce qu'on leur avait vendu comme une entité protectionniste est en fait une machine contre-protectionniste, ultra-libre-échangiste qui met en concurrence les main-d'œuvre. La bulle du Sud n'a pas encore explosé. À cette époque-là, les Espagnols continuent à croire que l'euro est une bonne affaire pour eux. Mais déjà, en 2003, on observe que la Suède refuse l'euro. En 2005, il y a des référendums français et hollandais sur le projet de traité constitutionnel européen. C'est non. Alors les classes dirigeantes, comme on le sait, vont passer outre ces refus populaires. Il va y avoir le traité de Lisbonne en 2008. Le traité de Lisbonne qui est en fait un scandale absolu, puisque cela veut dire en gros que quand les peuples votent mal, eh bien, les classes dirigeantes décident de ne pas tenir compte de leur vote. C'est un petit peu embêtant quand on prétend être une entité politique appuyée sur ce que l'on appelle, sur ce que l'on claironne comme étant, n'est-ce pas, les valeurs démocratiques. C'est d'autant plus embêtant que, forcément, à un certain moment, quand on a nié la vérité des prix pendant 10 ans, eh bien, cette vérité revient, et elle revient en 2009 à l'occasion de la crise des subprimes, avec l'implosion de l'eurobulle en Europe du Sud, qui va donner la crise de la dette des pays périphériques. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il va se passer que l'Union européenne va se transformer en une nouvelle prison des peuples, parce que les peuples ont compris maintenant qu'on les avait entraînés dans un projet qui n'était pas le projet qu'on leur avait vendu au départ, et que les peuples veulent de plus en plus majoritairement en sortir. Et ça va nous donner les années 2010. Les années 2010 vont voir le maintien de l'Union européenne fondamentalement pour deux raisons. La première raison est très bien identifiée par les auteurs de la fin de l'Union européenne, c'est tout simplement qu'un appareil bureaucratique s'est constitué au centre de la structure et que le maintien de cette structure est nécessaire au maintien de cet appareil. Il y a une autre raison que les auteurs, à mon avis, n'ont pas détectée. C'est que même si elle fait de moins en moins ses excédents commerciaux avec le sud de l'Europe qui de toute façon est ruiné,
l'Allemagne a encore intérêt pendant toute cette période au maintien de la zone euro. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'Allemagne aussi n'a pas la vérité des prix. Mais elle, ça l'arrange, pour l'instant du moins. Pourquoi ça l'arrange? Parce que imaginons que demain l'euro explose. Ça veut dire qu'il va y avoir un marque reconstitué. Ce marque reconstitué va certainement être beaucoup plus fort que ne l'est l'euro aujourd'hui. Parce que l'euro, c'est en quelque sorte le barycentre du positionnement économique de ces pays membres. Ce marque reconstitué qui va se réévaluer de plus 20, peut-être plus 30% par rapport à l'euro aujourd'hui, il va représenter pour l'économie allemande un choc de décompétitivité très violent. Donc ceux qui pensent que l'Allemagne pourrait facilement quitter l'euro se trompent. L'Allemagne a toujours besoin de l'euro, non plus parce qu'il lui permet de faire fonctionner sa machine exportatrice en jouant sur l'eurobulle de l'Europe du Sud, ça c'est fini puisque cette eurobulle a implosé, mais parce que la faiblesse relative de l'euro permet à l'Allemagne de continuer à exporter. Or, l'Allemagne a un problème structurel compte tenu de sa pyramide démographique. Elle a impérativement besoin de constituer des excédents majeurs pour, croit-elle, financer à long terme son système de retraite. C'est cette mécanique qui explique que pendant les années 2010, alors qu'en réalité l'implosion de l'eurobulle en Europe du Sud aurait dû provoquer la dislocation de l'euro, eh bien l'euro est maintenu malgré tout. Il y a peut-être aussi un facteur adjuvant, disons. Il faut bien voir que la sphère occidentale aujourd'hui, et on le voit bien depuis l'élection de Donald Trump, a de plus en plus de mal à rester soudée. Or, le protecteur américain veut garder, ou en tout cas jusqu'à une date récente, voulait garder ses vassaux européens bien sous tutelle. On est dans un contexte, les années 2000, qui voit en effet le début du power shift, c'est-à-dire le début du basculement de puissance du monde anglo-saxon vers potentiellement une Eurasie économiquement dominée par la Chine. Il y a une grande guerre géostratégique qui se déroule et qui a des échos en Europe. On a eu la guerre du Kosovo en 99. Cette grande guerre géostratégique qui semblait devoir être gagnée par les anglo-saxons jusqu'à il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui on se rend de plus en plus clairement compte qu'ils vont la perdre. Poutine est au pouvoir en Russie depuis 2000. La Chine est entrée à l'OMC en 2001 et on s'est rendu compte qu'au début on avait cru que ça voudrait dire que l'OMC incorporait la Chine, mais on peut se demander maintenant si ça ne veut pas dire que la Chine est en train de bouffer l'OMC. On a eu la guerre d'Ossétie en 2008, premier grand tournant géostratégique qui montre que la Russie a retrouvé une capacité à bloquer les initiatives occidentales. Il y a eu la grande récession à partir de 2008, qui a fortement diminué le crédit des États-Unis à tout point de vue. Il y a aussi cette guerre en cours dans le monde musulman, où la France et la Grande-Bretagne jouent un rôle clé, et on se souvient des efforts désespérés de l'administration Obama pour essayer d'empêcher le Brexit en 2016. Bref, il y a sans doute un facteur géostratégique global complémentaire aux intérêts allemands. Et tout ça forme un complexe qui, appuyé sur ce que les auteurs ont bien vu, c'est-à-dire la machine bureaucratique bruxelloise, complexe qui permet le maintien de l'euro à ce stade. Alors, un des grands points forts de la fin de l'Union européenne, c'est l'analyse des mécanismes économiques et financiers qui ont permis ce maintien. Donc on apprend des choses très intéressantes sur la définition exacte de ce qu'est le Securities Market Program, ce qu'est le Outright Monetary Transaction et quelle a été la politique de quantitative easing de la BCE. Je n'entrerai pas dans le détail dans cette vidéo parce que je veux la laisser assez courte. Je dirais simplement qu'il y a une réflexion économique et financière qui est assez intéressante, je trouve, dans la fin de l'Union européenne. Les auteurs rappellent comment le maintien donc de cette entité, qui est en réalité déjà en faillite sur le plan politique et historique, n'a pu être conduit que par un durcissement progressif et une sorte de transformation de l'ancien projet protectionniste et libérateur en une machine quasi dictatoriale. On nous rappelle les déclarations de Madame Merkel qui a dit en 2012 « Pas d'euro-obligation aussi longtemps que je vivrai », ce qui explique le choix de différer le collapsus financier par la course en avant de la Banque centrale européenne, d'où la outright monetary transaction et le quantitative easing.
On nous explique aussi les lourdes responsabilités du gouvernement français, car en 2012, les Italiens et les Espagnols, avec M. Monti et M. Rajoy, ça il faudra le leur reconnaître devant l'histoire, ont essayé de faire comprendre aux Allemands que s'ils voulaient vraiment faire perdurer le système européiste, il fallait aller vers un fédéralisme budgétaire, et on se souvient de la lâcheté de François Hollande. C'est la France qui a fait défaut à ce moment-là, et moi je pense que c'est à ce moment-là, ça les auteurs du livre ne le disent pas, c'est moi qui l'ajoute, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la gauche française s'est suicidée. Parce qu'à partir du moment où, dans ce contexte-là, la gauche française choisissait le camp de Madame Merkel, elle n'avait plus de raison d'être historique. On nous parle ensuite des différentes crises qui ont jalonné ces dernières années. La crise slovène, dont on a trop peu parlé, car elle est très représentative, il est intéressant de noter que si on en a peu parlé, c'est parce que les Slovènes étant tout petits et ayant très très envie de rester dans la famille européenne parce que, évidemment, ils savent qu'ils sont menacés d'exclusion de par leur positionnement géographique et leur histoire, eh bien les Slovènes se sont fait très très mal pour y rester. C'est comme les Portugais. On a des petits peuples comme ça, qui ont été martyrisés discrètement par l'Union européenne et dont on a peu parlé parce que en fait, ils ont accepté de souffrir en silence. Ironie de l'histoire d'ailleurs, 2013 qui a aussi marqué l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne au moment précis où les Slovènes en découvraient la véritable nature. Il y a comme ça des moments assez comiques ou tragicomique si on préfère, dans l'histoire récente de cette entité. On a le moment sans doute où la dislocation commence avec l'affrontement entre Bruxelles et Athènes en 2015, le moment où M. Schäuble nous donne la vraie nature de l'entité qui est en train de se mettre en place quand il déclare, c'est quand même une phrase qui rentrera dans l'histoire je pense, on ne peut pas laisser les élections changer quoi que ce soit, au moins c'est clair. C'est aussi à ce moment-là que les Islandais, voyant tout cela de loin depuis leur île dans les brumes, se disent « Oula, on avait prévu d'entrer dans ce machin, mais finalement on change d'avis », retrait de la candidature de l'Islande, n'est-ce pas, en 2015. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on observe finalement, c'est que maintenant quand on demande quelque chose aux peuples européens, je crois vraiment quoi que ce soit, à propos de l'Union européenne, la réponse est toujours non. Référendum danois sur le renforcement de la coopération policière avec Europol, non. Référendum aux Pays-Bas sur l'accord d'association avec l'Ukraine, non. Référendum en Grande-Bretagne sur le Brexit, leave. 2016 voit le FMI lui-même refuser de financer le mécanisme européen de stabilité. Alors si même le FMI commence à trouver qu'on est dans le maintien artificiel d'un système financier prédateur, je peux vous dire que ça veut dire qu'on est allé très loin. Et ça explique actuellement le fait que, alors que Merkel a refusé pratiquement tout ce que Macron avait suggéré, elle a accepté la notion de fonds monétaire européen. C'est qu'il va bien falloir constituer quelque chose qui remplace le rôle que le FMI tenait à l'intérieur de la Troïka. La décomposition continue avec 2016 et le sommet de Bratislava qui voit l'officialisation des désaccords politiques de fond dans l'Union européenne. Comment les auteurs analysent-ils la dérive que nous venons de décrire en synthèse ? Eh bien, je crois qu'on peut distinguer ce qu'ils ont souligné et ce qu'ils ont moins analysé ou parfois pas analysé du tout. Les auteurs de la fin de l'Union européenne ont, à mon avis, une vision un peu trop centrée sur l'économie. Alors, sur ce domaine-là, ils ont raison, ils ont bien compris ce qui se passe, ils l'analysent très bien, mais ils sont passés à côté d'autres problématiques, les problématiques migratoires, dont ils parlent fort peu et qui ont de bonnes chances d'être, en fin de compte, ce sur quoi l'Union européenne va exploser, les problématiques géopolitiques globales dont nous avons déjà parlé, et aussi des enjeux sociologiques extérieurs aux phénomènes bureaucratiques, en particulier l'enjeu générationnel dans une Europe qui est en train, petit à petit, de se transformer, passez-moi l'expression, en maison de retraite. Alors on va commencer par rendre hommage aux auteurs de la fin de l'Union européenne en résumant, en synthèse, le mécanisme de renforcement du tropisme bureaucratique et centralisateur de l'Union qu'ils ont mis en évidence à travers leur analyse de l'histoire de l'Union européenne. En fait, c'est très simple. Vous avez au départ une structure centrale. Cette structure centrale va avoir tendance à travailler à l'unification de l'espace économique, parce qu'elle est là pour ça.
Cette unification de l'espace économique va entraîner la mobilité accrue des facteurs de production, donc la mise en concurrence des États-nations. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir mécaniquement un renforcement du centre et un affaiblissement de la périphérie, et d'une manière plus générale, un renforcement de tous les acteurs qui étaient déjà forts et un affaiblissement de tous les acteurs qui étaient déjà faibles. C'est quelque chose qui se produit spontanément et indépendamment d'ailleurs de la volonté des acteurs eux-mêmes. Quand vous facilitez la mobilité des facteurs de production, et en particulier quand vous mettez en concurrence des États-nations entre eux, eh bien, les forts vont devenir de plus en plus forts parce qu'ils vont attirer à eux le capital et le travail hautement productif, et les faibles vont devenir de plus en plus faibles parce que les investissements vont se détourner d'eux, ils auront de plus en plus de problèmes pour financer leur croissance, leur main-d'œuvre productive va les quitter pour aller là où le capital investit et crée des activités à haut revenu, et le faible va ainsi encore s'appauvrir. Donc vous avez un centre qui se renforce, une périphérie qui s'affaiblit, donc le tropisme bureaucratique centralisateur est encore renforcé. Alors ce tropisme bureaucratique centralisateur, il faut bien comprendre que c'est pas une fiction, c'est quelque chose de tout à fait réel. On a vu tout à l'heure que les Luxembourgeois ont joué un rôle très important dans la construction de l'union économique et monétaire. Pourquoi ce petit pays a-t-il joué un rôle si important? Eh bien, comme je voulais discrètement faire remarquer sur la chronologie, au début des années 70, vous avez un luxembourgeois qui est en partie à l'origine de la démarche, et à la fin des années 80, alors que le Luxembourg a perdu son activité sidérurgique, vous avez le secret bancaire luxembourgeois, vous avez une économie du Luxembourg qui se transforme en fait en place de la finance offshore. Alors c'est une finance offshore un peu spéciale, c'est une finance offshore onshore. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est ça concrètement. Ce tropisme bureaucratique centralisateur, c'est le pouvoir du capital. Et ce que montrent très bien les auteurs de la fin de l'Union européenne, c'est à quel point le mécanisme d'auto-renforcement permanent de ce pouvoir a fini par aboutir sur des absurdités complètes. Par exemple, les auteurs nous expliquent pourquoi une bonne partie de l'appareillage statistique européen aujourd'hui est complètement déréglé. Par exemple, toutes les statistiques irlandaises doivent être lues à la lumière du statut de paradis fiscal de l'île. Au cours des années 90, la fiscalité irlandaise est devenue la plus faible de toute l'Union européenne avec un taux d'impôt sur les sociétés de l'ordre de 10%. Et le régime fiscal irlandais exonère les revenus des brevets. Donc résultat, en quelques années, l'air est passé du statut de pays pauvre à celui de pays riche en apparence. Et en fait, quand en 2009 tout s'est effondré, on s'est aperçu que c'était largement un village Potemkin. Le PIB irlandais a été gonflé par les stratégies de réexportation des entreprises qui défiscalisent leurs bénéfices en faisant transiter la localisation juridique de leurs marchandises par une filiale basée en Irlande. Alors bien entendu, en général, les marchandises ne passent pas physiquement par le paradis fiscal. Ce mécanisme explique en partie les déficits commerciaux de certains pays européens qui vendent, entre guillemets, un produit au coût de production à la filiale irlandaise, laquelle revend au prix de vente à une filiale de distribution en France, par exemple. C'est aussi en partie ce qui explique la faiblesse des marges des entreprises dans un pays comme la France. En partie, évidemment, il y a d'autres raisons. L'excédent commercial de l'Irlande atteint, aux dernières nouvelles, ça devait être en 2015 le chiffre retenu par les auteurs, 80 milliards d'euros. Ça n'a pas un impact négligeable à l'échelle macroéconomique continentale. Le résultat sur les stats irlandaises, c'est qu'elles sont complètement déconnectées de la réalité. Ainsi, en 2015, l'île était supposée avoir connu une croissance de 26%. Alors que dans le même temps, l'emploi industriel y avait baissé à peu près au même rythme qu'en France sur la même période. La France, où on nous explique que les marges des entreprises sont trop faibles. Ah oui, elles sont trop faibles parce qu'il y a ce mécanisme d'optimisation fiscale. Et c'est toute l'Europe maintenant qui est engagée dans cette lutte au moins-disant fiscal quand ça n'est pas social. Donc la machine s'est complètement emballée, elle a largement cessé d'être pilotable, et on en arrive à des choses complètement aberrantes, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière le tropisme bureaucratique, c'est-à-dire le pouvoir du capital, est même devenu maintenant ingérable pour la bureaucratie du capital elle-même. C'est-à-dire que pour prendre des sanctions contre les firmes qui abusent des facilités offertes par le dumping fiscal européen, et en particulier à l'égard des firmes non européennes qui en profitent, Bruxelles truque sa propre réglementation. C'est-à-dire que Bruxelles en est à assimiler dans certains cas les cadeaux fiscaux de certains États à certaines grandes entreprises à des aides déguisées. C'est comme ça que la Commission européenne essaye de coincer Apple, Amazon, Starbucks. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ce que font remarquer les auteurs, c'est qu'on a des gens, des firmes majeures multinationales, qui sont coupables de fraude fiscale, mais qui n'ont pas pu être poursuivis à ce titre parce que l'optimisation fiscale est légale,
Par contre, on a décidé de poursuivre les États, et à travers eux donc les firmes, pour des aides contraires à la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Comme si des États européens allaient délibérément décider de venir en aide à des entreprises extra-européennes. Et le débat, entre guillemets, juridique qui se déroule à Bruxelles tourne aujourd'hui très largement autour de l'affrontement des lobbyistes devant la Cour de justice de l'Union sur ce genre de questions métaphysiques. Cerise sur le gâteau, ce qu'expliquent les auteurs de la fin de l'Union européenne, c'est que la principale raison pour laquelle la Commission européenne essaye de faire quelque chose contre ces facilités fiscales pour le moins excessives, c'est que cette commission est largement sous le contrôle de la finance basée au Luxembourg et que le Luxembourg n'a pas du tout envie d'accepter la concurrence d'autres paradis fiscaux européens, où l'on reparle du rôle de quelqu'un comme Jean-Claude Juncker, où l'on comprend mieux pourquoi récemment, par exemple, Donald Trump, qui est complètement dingue sur certains plans, mais pas tant que ça finalement, a dit à Jean-Claude Juncker qu'il était un tueur. Ce qui a fait marrer Juncker, qui a dit comment le Luxembourg est un tueur pour les États-Unis. Mais oui, monsieur Juncker, pas le Luxembourg en lui-même, pas ce sympathique petit pays d'Europe du Nord-Ouest dont la puissance géopolitique confine au zéro absolu, mais ce qu'il y a derrière le Luxembourg, c'est-à-dire la finance offshore. Et c'est ça que Trump a voulu dire. Donc tout ça, les auteurs de la fin de l'Union européenne le décrivent très bien, toute cette dynamique, tout ce tropisme bureaucratique centralisateur motivé par des raisons économiques. Ça, ils l'ont très bien vu. Et je pense qu'en l'analysant très bien, en le montrant très bien, ils ont montré le cœur du problème. Ils ont montré la nature de ce qu'est l'Union européenne contemporaine. En revanche, je pense que le titre de leur bouquin, si je puis me permettre, est un peu trompeur. Ils auraient mieux fait de l'appeler la nature de l'Union européenne, parce que quand ils ont cru qu'en décrivant le fond du problème, ils allaient annoncer ce qui va faire tomber ce problème, là, ils ont peut-être commis une erreur. Moi, je ne suis pas convaincu, si vous voulez, que ce qui est en vert sur ce transparent, sur cette planche, va être décisif au moment de la chute. Je pense que ça a été décisif au moment de la constitution du truc. Mais ça n'est pas parce que quelque chose se construit d'abord dans une certaine perspective que c'est le blocage du mécanisme génératif dans cette perspective qui va finalement faire tomber la structure. Il peut y avoir un accident avant qui l'a fait tomber pour d'autres raisons et il y a de bonnes chances de penser que c'est ce qui va se passer au niveau européen. D'abord, je trouve que les auteurs de la fin de l'Union européenne, et ici on me permettra de commencer une petite critique de leur travail, ont une lecture un peu simpliste de la relation entre Bruxelles et les questions identitaires. Les auteurs ont très bien vu que Bruxelles favorisait un certain discours identitaire folklorique parce que c'est un substitut à la souveraineté. Vous avez le droit de défendre des petites identités régionales sympas. De toute façon, ça, c'est pas un problème pour les gens qui veulent faire de l'optimisation fiscale à l'échelle européenne. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas défendre de grandes identités nationales avec un État derrière qui pourrait commencer à embêter les grandes entreprises. Ça, les auteurs ont très bien compris, c'est très bien expliqué dans le livre comment ça fonctionne. Ce qu'ils n'ont pas vu, à mon avis, c'est qu'il y a aussi un mécanisme de destruction des identités nationales fondatrices de souveraineté. Les auteurs n'ont pas dit, pas vu, pas voulu voir, je ne sais pas, le problème de la politique migratoire qui a pour objectif, très clairement, ça devient de plus en plus évident, de disloquer le substrat anthropologique des projets nationaux pour rendre impossible l'unification des peuples contre Bruxelles. D'où la politique migratoire actuelle, qui est une politique que je qualifierais d'anti-souverainiste. Cette politique migratoire engendre une très forte poussée populiste, et cette poussée populiste justifie une très forte réaction antipopuliste. Emmanuel Macron en France en est très représentatif, qui vient alimenter l'européisme et donc cautionner idéologiquement le tropisme bureaucratique centralisateur. Ça, c'est une chose que les auteurs n'ont pas assez soulignée à mon avis. Ils sont aussi passés à côté de la dimension géopolitique globale dont j'ai déjà parlé. J'en rappelle les termes parce qu'ils sont finalement très faciles à résumer. Plus ce tropisme bureaucratique centralisateur se renforce, plus le centre de l'espace économique européen se renforce, mais le centre c'est quoi? C'est l'axe rhénan. Donc ça fabrique en quelque sorte de la suprématie allemande. Cette suprématie allemande fait que l'alliance germano-américaine est de plus en plus structurante à l'intérieur du bloc occidental. La France est marginalisée.
ce qui engendre des choses assez paradoxales et complexes, mais qui débouchent, en tout cas pour l'instant, sur une volonté de verrouillage atlantiste très fort. Il ne faut pas que Berlin se tourne vers Moscou. Parce que l'Allemagne est pour l'instant tellement importante que si elle se tournait vers Moscou, ça provoquerait un basculement géopolitique majeur, d'où ce verrouillage atlantiste, d'où ce tropisme bureaucratique centralisateur toléré et peut-être dans une certaine mesure encouragé par les États-Unis eux-mêmes, qui après tout ont négocié le traité transatlantique, même si pour l'instant l'élection de Donald Trump semble l'avoir rejeté dans les limbes. Et puis il y a cet autre phénomène qui est tout en haut à droite, dont les auteurs parlent fort peu, et qui est pourtant absolument central. Il ne faut pas oublier que tout ça se produit à un moment où l'Union européenne vieillit, n'arrête pas de vieillir, et il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays européens, en particulier la France, ce sont les personnes âgées qui forment les gros bataillons des électeurs européens. C'est-à-dire que ce mécanisme de renforcement du tropisme bureaucratique centralisateur sur le plan économique, il s'est appuyé aussi sur un contexte sociologique global qui favorisait les idéologies de défense de la rente. Ça, les auteurs ne le disent pas suffisamment, c'est pourtant très important. Il n'y a pas qu'un problème avec une Allemagne vieille qui veut pouvoir financer ses futures retraites, il y a aussi un problème avec les personnes âgées partout à travers l'Europe, y compris hors d'Allemagne, et qui se solidarisent en quelque sorte spontanément de cette Allemagne vieillissante. Alors, qu'on me comprenne bien, je n'ai rien bien sûr contre les personnes âgées, je les adore, il n'y a aucun problème, ils ont toutes les qualités du monde. Ils n'ont qu'un seul défaut, étant donné la structure démographique de nos pays, ils sont tout simplement beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été, et ça déséquilibre la structure politique de nos peuples. Si on réfléchit à ce qui peut se passer au moment où l'Union européenne va effectivement rencontrer sa fin, en fait, il y a 4 crises qui vont se percuter. Une crise dont les auteurs du livre parlent beaucoup, la crise économique et financière de l'euro, mais il y a aussi une crise identitaire et migratoire de Schengen, on va dire, et puis il y a une crise géopolitique de l'OTAN et du lien transatlantique. Il y a une crise identitaire et migratoire de Schengen, pourquoi? La raison de fond, c'est qu'il y a un petit détail dont on n'a pas encore parlé. Revenons sur les éléments de contexte global qu'on a balayés avant. Ah, j'ai oublié de vous signaler une chose à laquelle pas grand monde n'a prêté attention pendant toute cette période. De 1955 à 1985, la population africaine a doublé. Et de 1985 à 2015, la population africaine a doublé. Et il est prévu que de 2015 à 2045, eh bien, la population africaine double une 3e fois depuis 1955 et en fait pratiquement une 4e fois depuis 1925. Alors, n'est-ce pas, ça va un petit peu changer la donne et ça va faire que le mécanisme migratoire en s'emballant va finir forcément par faire exploser l'Union européenne telle que nous la connaissions, car on ne voit pas du tout comment on va pouvoir mettre d'accord des pays européens entre eux pour se répartir des migrants dont le nombre a vocation à augmenter de façon potentiellement indéfinie, alors que déjà maintenant, la plupart estiment qu'ils en ont trop. La crise géopolitique de l'OTAN et du lien transatlantique, elle a une cause conjoncturelle visible qui s'appelle Donald Trump. Ça, tout le monde l'a vu. Ce qu'on n'a pas forcément vu, c'est qu'il y a aussi une cause de fond, structurelle, et qui est tout simplement que, au fur et à mesure que l'économie asiatique se développe et que l'économie américaine, en tout cas sur le plan de la production industrielle, disons, se développe beaucoup moins, eh bien, les marchés d'exportation de la machine exportatrice allemande se trouvent de plus en plus à l'Est, en Russie, bien sûr, mais aussi en Iran, où l'Allemagne est très présente, et puis bien sûr potentiellement en Chine. Ne jamais perdre de vue, quand on réfléchit à la façon dont les Allemands peuvent voir les choses aujourd'hui, qu'avec le projet des routes de la soie, projet auquel l'Inde, qui a de grandes perspectives de développement, est en train de se rallier. Il y a là un monde, littéralement un monde gigantesque en milliards d'habitants à développer, à industrialiser, et cela au moment précis où le Japon, qui est en crise, aura beaucoup de mal à couvrir la demande, à supposer même que la Chine souhaite se mettre en dépendance d'un fournisseur japonais de machines-outils. Dans ce contexte-là, les relations entre les États-Unis et l'Allemagne vont être de plus en plus compliquées et le verrouillage atlantiste sur l'Union européenne de plus en plus délicat. D'où le soutien américain à la Pologne qui ne vise pas seulement à planter le clou polonais dans le flanc occidental de l'ours russe, mais qui vise aussi à planter ce même clou polonais dans le flanc oriental de l'aigle allemand.
Il y a là une crise qui va se combiner avec la crise identitaire et migratoire, avec la crise économique et financière de l'euro, et ça va être très compliqué de donner des réponses à ces trois crises, et encore plus compliqué de donner des réponses compatibles entre ces trois crises. Et puis il y a la crise de l'oubli, la quatrième crise, qui est là discrètement en haut à droite, mais qui va jouer un rôle très important. Comme je vous le disais, je n'ai rien contre les personnes âgées, je les adore, elles ont toutes les qualités du monde, mais en fait non, elles ont deux défauts. Elles sont trop nombreuses, d'une part, on en a parlé, et puis elles ont un deuxième défaut, les pauvres, elles meurent, tout simplement. C'est-à-dire que les générations qui ont été élevées dans le mythe de la construction européenne, qui se souviennent de l'époque où la construction européenne était quelque chose de protecteur, car c'est ce qu'elle a été à une époque, qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale, ces générations s'en vont. Et elles sont remplacées par qui? Elles sont remplacées par des jeunes Européens sans conscience politique. Elles sont aussi remplacées, c'est un point important à noter, par des populations migrantes. Mais ces populations migrantes n'ont aucun attachement à l'Europe. Vous comprenez? Un jeune Français et un jeune Allemand, aujourd'hui, peuvent se sentir appartenir à l'Europe. Leurs langues sont différentes, leurs cultures sont différentes, dans une certaine mesure, parfois leur religion, mais fondamentalement, ils ont conscience d'appartenir au même monde. Lorsqu'ils sont vraiment français et vraiment allemands. Mais lorsque votre jeune Français s'appelle Ahmed et qu'il vient d'Algérie, ou Babacar et qu'il vient du Sénégal, je ne sais pas, donner un exemple au hasard, et que votre jeune Allemand s'appelle Mehmet et qu'en fait il vient de Turquie, pourquoi ces gens-là devraient-ils considérer qu'ils appartiennent au même monde? Pourquoi un Sénégalais à qui on a donné une carte d'identité française devrait considérer qu'il appartient au même monde qu'un Turc à qui on a donné une carte d'identité allemande? Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne au moment du vote sur le Brexit. Il y a eu un fait assez intéressant et très peu commenté. Comment ont voté les communes majoritairement peuplées d'immigrants et de descendants d'immigrants extra-européens? Eh bien, elles ont souvent voté pour le Leave, elles ont souvent voté pour le Brexit. Pourquoi? Parce que, avec les directives européennes, avec les normes de l'Union européenne, les immigrants venus de pays européens, les ressortissants de pays de l'Union européenne, étaient en quelque sorte mieux traités en Grande-Bretagne que les ressortissants de pays jadis colonisés par la Grande-Bretagne. Ce sont des Pakistanais, entre autres, qui ont voté pour le Brexit parce que, en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire de la Grande-Bretagne, à mon avis, en général, rigoureusement rien de l'Europe. Par contre, ce qui les intéresse beaucoup, c'est les intérêts bien compris de leur communauté à eux, et cette communauté pakistanaise n'a pas particulièrement intérêt à ce que la Grande-Bretagne soit dans l'Union européenne. On ne peut pas durablement avoir une politique européiste qui repose sur la négation de la spécificité européenne. Ça aussi, les eurocrates vont commencer à le payer. Alors comment ça va se passer? Quelle crise va faire péter la structure en premier? Très difficile à dire. Les auteurs de la fin de l'Union européenne nous font simplement observer que compte tenu du caractère irréformable de la construction européenne, tout changement de cap risque fort de provoquer la désagrégation. Parce que tout simplement, lorsqu'il faudra vraiment opérer un changement de cap significatif, il faudra remettre en cause les traités. Et là, à partir de là, on sera obligé d'ouvrir une porte de sortie à tous ceux qui ne voudront pas de cette remise en cause. Par exemple, disent les auteurs, si une nette majorité remet en cause l'ordolibéralisme, l'Allemagne partira, ce qui tuera net la construction européenne, puisqu'il n'y a pas d'Europe sans l'Allemagne. Symétriquement, s'il y a un refus complet de toute autre mise en cause de l'ordolibéralisme, on peut penser raisonnablement que l'Italie actuelle, l'Italie du M5S et de la Ligue, finira par quitter l'Union européenne de facto. On n'en est pas sûr à 100%, mais franchement, est-ce que vous voyez le gouvernement italien actuel, lors du prochain retournement cyclique, pratiquer une politique de répression salariale violente? Moi, je n'y crois pas. Toute crise, nous disent les auteurs de la fin de l'Union européenne, révélera en fait que l'Union ne tient plus que par des rapports de force dissimulés derrière la fausse scientificité d'un discours technocratique. Et finalement, ce qui risque de se produire, c'est que l'effet concret de la chute de l'Union européenne, lorsqu'elle commencera, ce sera de faire réapparaître un lien entre compétences décisionnelles et responsabilité politique. Ce qui n'arrangera pas forcément les classes dirigeantes du moment, mais ce qui risque brutalement de réveiller beaucoup d'électeurs, beaucoup de citoyens, qui vont d'un seul coup se rendre compte que, ah mais au fait, on peut redevenir maître de son destin. C'est effectivement un phénomène psychologique qui risque de se produire. Quant à savoir par quel bout cet édifice va craquer, ça c'est difficile. Personnellement, j'observerai simplement à ce stade que même si en fait la question la plus importante du point de vue des classes dirigeantes, c'est le problème économique et financier et la crise géopolitique de l'OTAN et du lien transatlantique,
Du point de vue des peuples, très clairement, le sujet central, c'est la crise identitaire et migratoire. C'est donc probablement sur ce sujet-là que le risque d'explosion politique risque d'être avéré en premier, même si très vite, par contre-coup, on s'apercevra que lorsque l'explosion se communique à la structure économique et financière et à la structure géopolitique, les conséquences sont en fait bien plus importantes qu'une simple remise en cause des réglementations migratoires. En tout cas, les conséquences de court terme. Les auteurs de la fin de l'Union européenne se risquent aussi à essayer de dire ce qu'il faudrait faire. Alors on a l'impression qu'ils esquissent en gros comme solution d'abord une restructuration des dettes, ce qui est effectivement indispensable. Ils rappellent que l'Allemagne a bénéficié en 1953 par les accords de Londres du droit de faire défaut de façon très significative et que par conséquent Berlin est assez mal placé tout de même aujourd'hui pour refuser la même chose aux pays d'Europe du Sud. Et puis, nous disent les auteurs, il faut reconstruire des systèmes financiers nationaux avec un contrôle des mouvements de capitaux, il faut sortir du marché unique, en tout cas pour les pays qui sont clairement incompatibles avec lui. Et puis, il faut lancer des politiques industrielles ambitieuses. Bref, il faut faire tout ce qui redevient possible à partir du moment où on est sorti du carcan européen et où on a retrouvé une souveraineté politique. Et les auteurs concluent en disant que on pourra sans doute à un moment relancer une vraie construction européenne, mais qu'il faudra presque tout repenser depuis le début, c'est-à-dire revenir par exemple au plan Fouché de 61 et 62, qui faisait primer la défense et les affaires étrangères. Bref, penser vraiment le projet européen en termes politiques. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être beaucoup vous étonner. Mais je n'exclus pas que la chute de l'Union européenne ne débouche pas du tout sur un retour aux souverainetés nationales. Et je ne suis pas sûr de le souhaiter. Je pense qu'il est possible que la chute de l'Union européenne débouche sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui serait la construction d'une vraie souveraineté européenne. Je ne parle pas là de ce que Emmanuel Macron entend par vraie souveraineté européenne, car à vrai dire, je crois qu'il n'entend pas grand-chose par là. Il a simplement compris que c'était une direction dans laquelle il pouvait aller pour articuler un discours prometteur. À mon avis, ça ne va pas plus loin. Non, je parle d'une vraie souveraineté européenne. Je pense que quelque chose peut émerger. Les auteurs de la fin de l'Union européenne rappellent d'ailleurs qu'en 1985, au Conseil européen de Milan, Kohl et Mitterrand avaient proposé un retour à cette approche. Et c'est Jacques Delors, de sinistre mémoire, qui a empêché que cette voie soit explorée parce qu'il voulait imposer la logique qui serait celle de l'acte unique. Alors on verra ce qui va se passer, on verra comment les choses vont tourner, mais en tout cas, moi je suis persuadé que la crise terminale de l'Union européenne, telle que nous la voyons commencer sous nos yeux, ne sera pas la fin de la volonté des peuples européens de travailler ensemble et de construire un avenir commun. Ça, j'en suis absolument persuadé. Voilà, c'était ma conclusion pour offrir quand même un petit moment optimiste à mes auditeurs que je ne voudrais pas faire plonger dans la déprime. Alors voilà, j'espère que cette nouvelle forme de présentation vous a plu. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et la prochaine vidéo est encore une note de lecture. Nous allons regarder un livre d'un monsieur qui s'appelle Stephen Smith, un livre, ma foi, fort intéressant, qui s'intitule « La ruée vers l'Europe », où on va parler de la situation démographique de l'Afrique subsaharienne et de ce que ça semble annoncer sur les flux migratoires à venir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.